Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management sur Be Smart for Change, une émission spéciale au pavillon d'Armenonville pour les victoires du capital humain organisé par le groupe FICAD. Dans cette première émission, on va parler de l'IA dans l'entreprise et plus particulièrement de l'accélération de ses usages, parfois abusifs. On parlera de Shadow AI, parfois on parlera aussi de son usage vertueux et surtout de son impact sur le dialogue social. L'IA dans Smart Job, c'est tout de suite sur Be Smart. Le cercle RH de Smart Job, édition spéciale au pavillon d'Armenonville pour les victoires du capital humain, et un premier sujet, un premier débat sur l'IA, parce qu'on en parle quasiment tous les mois, toutes les semaines sur Be Smart for Change. Et là, on va parler de l'impact de l'IA sur les RH, sur l'entreprise, entre les usages abusifs et les usages vertueux, l'impact sur le dialogue social, puisque l'IA, en fait, ne peut pas impacter ou ne pas impacter le dialogue social. On en parle avec des professionnels. J'accueille Céline Benetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes Associate Partner, je prononce à l'anglaise puisque votre titre est en anglais, chez HR Pass. C'est quoi HR Pass ? C'est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années, historiquement plutôt sur l'intégration de solutions RH et notamment paye, et qui a diversifié ses activités en allant sur du conseil RH et SIRH et également de l'externalisation de la paye. Et vous êtes beaucoup sur l'accompagnement, j'imagine, de la transformation des usages, des métiers, et donc l'IA, par exemple, c'est le cœur de vos sujets actuellement. C'est le cœur du sujet. On transforme les entreprises, on les accompagne en tout cas dans leur transformation depuis très longtemps. L'IA fait partie intégrante maintenant des outils RH et donc on doit apporter cette dimension aussi dans nos réflexions avec eux. À côté de vous, Francesca Zanisi, comment on le prononce dans la langue d'origine ? Zanisi. Zanisi, donc italienne. Hein, italienne, 100% italienne, oui. Et donc directrice RH eQuarter et directrice groupe développement chez Edenred. Donc Edenred, on ne va pas vous présenter. Par contre, votre métier, directrice RH eQuarter, ça c'est pas courant. C'est quoi ce métier ? C'est une déclinaison de la fonction RH ? Oui, en fait, notre e-quarter, c'est notre expertise quarter, c'est une autre façon de dire le siège social. Okay. Et donc, en fait, je m'occupe de la partie RH pour notre siège qui est à Paris et aussi pour toute la partie people development, donc tout ce qui est engagement, well-being, talent management and learning, en fait, pour le groupe, donc à niveau monde. Mais donc, le I dans e-quarter, c'est pas en référence au digital, c'est expertise. Parce qu'on pourrait penser pour une émission sur l'IA que ce serait en rapport au digital. Oui. Je me tourne vers vous, Céline Benetti. Question un peu bateau, un peu profane. Aujourd'hui, qui n'utilise pas l'IA dans son travail ? Il y a encore des gens qui n'utilisent pas l'IA dans son travail, que ce soit dans le mien au sein du cabinet, mais également chez nos clients au niveau des fonctions RH. Il y a des générations qui sont plus à même en fait à utiliser l'IA et qui ont à cœur de l'utiliser aussi dans le cadre professionnel de manière plus ou moins artisanale, mais d'autres qui sont encore réticentes à utiliser cet outil, je pense par crainte de l'outil et de la qualité des résultats. Et crainte pour leur emploi, on le verra tout à l'heure. Tout à fait. Ça joue aussi. Tout à fait. On a une étude de Paycheck en juin 2024 qui nous dit que les professionnels RH, on parle vraiment des professionnels des RH, qui utilisent l'IA et qui l'utilisent bien a priori, parce qu'on verra qu'on peut aussi mal l'utiliser, ceux qui l'utilisent bien gagnent en moyenne 7,5 heures par semaine. Ça équivaut à gagner une journée de travail. Ceux qui s'intéressent à la semaine de 4 jours, ça peut leur donner des idées. Mais j'ai envie de vous demander, Francesca, on gagne ce temps sur quoi ? Parce que quand on dit juste le nombre d'heures, ça paraît génial, mais c'est quoi qu'on ne fait plus ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que maintenant, on gagne beaucoup, surtout sur la partie productivité individuelle. Donc, des tâches que peut-être il y a quelques années nous prenaient en fait la majorité de notre temps, comme répondre à des emails ou préparer des PowerPoint, générer des vidéos. Ça prenait effectivement beaucoup de temps. Bien évidemment, ça dépend du métier. Mais aujourd'hui, en fait, cette côté un peu individuel de la productivité est beaucoup en fait favorisé par l'IA. Ah, ça, c'est un point que je pensais en parler un peu plus tard, mais l'utilisation individuelle qui semble être la plus efficace, quand j'imagine que de votre côté, HR Pass, vous essayez de faire en sorte que l'utilisation soit efficace collectivement, pourquoi l'IA aujourd'hui est rentrée dans les mœurs au niveau individuel et c'est plus dur d'en faire des usages collectifs ?
Je pense que le niveau de maturité de chacun fait que l'IA ne s'implante pas de la même manière chez tout le monde et que les bénéfices aujourd'hui sont plus individuels que groupes. Néanmoins, l'introduction de l'IA dans nos outils RH fait qu'on va quand même s'orienter vers des gains aussi sur la collectivité. Ça va nécessiter par contre un accompagnement des métiers pour que chacun ait un niveau suffisant pour avoir aussi ces gains au niveau collectif et plus individuel. Est-ce que ça peut créer des fractures entre les personnes qui savent adopter les outils et ceux qui vont être réfractaires? Je cite un exemple qui peut paraître bateau, mais il y a peut-être 20 ans, voire 25 ans en arrière, c'était le même problème avec les emails. En réalité, des gens qui, des anciennes générations, comprenaient pas qu'on digitalise tout. Là, avec l'IA, on va avoir le même type de rupture qui va laisser des gens peut-être sur le bord de la route. Partiellement, je dirais, on a une autre dimension avec l'IA qu'on n'avait pas avec la digitalisation, qui est aussi de pouvoir contrôler le résultat de l'IA. Historiquement, digitaliser un process, c'était d'être sûr de ne pas transformer le mode de fonctionnement papier en mode de fonctionnement digital. C'était l'erreur à ne pas commettre à l'époque. Aujourd'hui, on a la partie travail à la place de l'humain, mais il faut quand même que l'humain puisse contrôler ce qui est restitué par l'IA. Parce que l'IA peut faire des erreurs. Tout à fait. Il y a un système, comme vous le savez, d'éducation l'IA. Il faut donc pouvoir contrôler la qualité de son travail pour l'aider aussi à aller plus loin. Et il faut apprendre aux métiers à faire ce travail-là et les réorienter du coup vers de l'expertise, là où peut-être certains l'ont perdu justement cette expertise. Et c'est là qu'on va s'intéresser au côté sombre de l'IA, le Shadow AI. Donc ça, c'est la définition, c'est les gens qui vont utiliser l'IA dans le cadre de leur travail, mais sans en référer au N+1 ou à la structure. C'est quelle proportion, Francesca, d'utilisateurs de l'IA dans le monde professionnel qui sont en fait dans le Shadow AI? Oui, c'est difficile de donner un pourcentage précis. C'est la majorité ou pas? Mais c'est la majorité. Large Moi, majorité je ou voudrais pas? presque dire Large tout le majorité. monde. Je rejoins Francesca, oui. Oui, oui. Et c'est effectivement un équilibre très difficile à trouver, dans le sens que, en fait, autant qu'entreprise, on doit trouver une façon pour permettre à nos collaborateurs d'être beaucoup plus efficients et en même temps avoir un cadre de contrôle et de cadrage qui fait qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la productivité en entreprise n'est pas si rapide que la productivité individuelle. Mais je pense qu'effectivement, le Shadow AI, c'est un peu tout le monde. C'est un vrai sujet et d'autant plus que le plus gros problème, ce serait quoi? C'est que chacun utilise une IA différente, l'utilise d'une manière différente pour une tâche différente. Donc là, comment on agit en fait pour siffler la fin de la récré? Là, c'est même un risque au niveau de la donnée, notamment de la fuite RGPD. de la donnée. RGPD, et puis on a l'IA Act, et puis on est quand même sur de la donnée personnelle dans la RH, donc il y a une sensibilité. Les données RH sont les plus sensibles de toutes. Tout à fait, pas que des enjeux de fuite de salaire, on est quand même sur de la donnée personnelle. Donc là, il y a quand même un aspect très technique qui est de sécuriser et la qualité de la donnée et son accès, et bien sûr d'éducation, avec différentes directions dans l'entreprise qui peuvent intervenir, que ça soit la cybersécurité, la DSI, mais aussi le côté éducatif que les RH peuvent avoir auprès de leur personnel. Parce que là, un employé, un salarié qui utiliserait l'IA sans en référer à son N+1, à son entreprise, sur le plan légal, est-ce qu'il risque quelque chose? Est-ce qu'il peut y avoir une faute grave, faute lourde ou un avertissement parce qu'il l'aurait mal utilisé? Il aurait utilisé, mis dans l'IA des données, par exemple, qu'il n'avait pas le droit de communiquer à l'extérieur. C'est quoi sur le plan légal qui peut être sensible, Francesca? Ça pourrait effectivement être un problème légal quand on parle effectivement des données personnelles. Après, il faut définir si c'était volontaire et si c'était justement conscient, une erreur. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile aussi de dire dans quel cas légal, en fait, on pourrait effectivement se retrouver. Tout est à mais le construire risque encore. existe. Mais ça existe pour moi plutôt pour l'entreprise aujourd'hui que effectivement pour la personne. Perte de secret industriel, des choses comme ça. Voilà, réputation de l'entreprise, etc., fuite des données, attaque des cybersecurity. Donc, à mon avis, c'est plutôt des risques d'entreprise. J'insistais beaucoup sur le Shadow AI puisque les jeunes pratiquent beaucoup et dès l'école, si vous donnez des cours dans des écoles professionnelles, par exemple, certains étudiants font leurs devoirs 100% IA, mais les jeunes collaborateurs au travail, on imagine bien qu'il n'y a pas une frontière où ils arrivent dans l'entreprise et ils n'utilisent plus ChatGPT, DeepSeek ou Mistral. Le risque, c'est quoi par rapport à ces jeunes qui ne vont utiliser que l'IA pour faire tout ce qu'on leur demande de faire dans l'entreprise? Alors, il y a le risque de maîtrise, effectivement, de fuite de données, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, une expertise qu'ils n'ont pas encore et donc l'impossibilité de contrôler ce qui est généré. Alors, ça le fait certes gagner du temps,
Mais est-ce qu'en termes de qualité, la production va être au rendez-vous? Il y a aussi clairement un risque là-dessus. Est-ce que le travail sera bien fait? Et puis, il y a, tout à l'heure, on en parlait un peu avant l'émission, mais ce que vous disiez, Francesca, c'est aussi les gens qui se reposent trop sur l'IA. En fait, ils ne gagnent pas en expérience, en fait. On ne fait pas soi-même, donc on ne se développe pas intellectuellement. Exactement. C'est comme en fait si un peu la partie junior du métier, qui est une partie formatrice et qui est la partie qui génère l'expérience en fait après pour être capable de progresser dans sa propre carrière. C'est comme en fait si cette partie junior n'existait presque plus avec l'IA. Et donc il y a un vrai sujet de comment en fait on garde cette possibilité, surtout pour les jeunes, de construire cette expérience en utilisant l'IA, mais en étant aussi exposé aux enjeux, aux erreurs du métier. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais justement, là, la question des jeunes, c'est un peu le contraire le contrepoids de vos collaborateurs peut-être expérimentés qui résistent. Dans une entreprise comme HRPass, par exemple, quand vous avez à la fois la problématique d'un côté, c'est des gens qui vont résister parce qu'ils ont peur de voir leur job disparaître, et de l'autre côté, c'est des jeunes qui, eux, au contraire, n'ont pas peur de cette IA et qui vont pas progresser. Vous offrez quelle gamme de conseils, de situations, justement, pour pouvoir concilier ces différents enjeux? En fait, il n'y a pas une solution miracle qui fait qu'on règle le problème de l'IA dans toute l'entreprise. Non, tout à fait, mais finalement, cette conduite du changement, on l'a toujours connue lors des changements d'outils du SIRH. Il faut considérer l'IA comme un nouvel outil finalement de la suite RH. Et donc la méthode, l'approche reste identique à ce qu'on a pu faire avant, avec une analyse d'impact sur l'organisation de cette nouveauté pour pouvoir identifier les personas et les accompagner de manière très spécifique. C'est une révolution comparable à quoi? Au téléphone, Internet. En fait, on est dans ce niveau-là d'impact, ça révolutionne, mais en fait, au final, on a déjà vécu ce type de révolution, même si ça n'a pas la même saveur. Si vous posez cette question à des gens d'âge différents, ils vont pas forcément avoir la même réponse. Par exemple, un jeune de 25 ans, la révolution du téléphone, il ne sait pas parce qu'il n'a pas connu. Voilà. Donc tout dépend là aussi du public. Mais la marche n'aura pas la même hauteur, effectivement, en fonction de la génération. Il faut peut-être pas non plus résumer ça qu'à l'âge. Ouais. Il y a aussi le métier qui fait qu'on a plus ou moins d'accointance avec le changement, avec la technologie, qui fait qu'on est plus ou moins résistant justement à l'arrivée de l'IA. D'ailleurs, en termes de métier, parce que le métier qu'on pratique change notre rapport à l'IA, c'est quoi les métiers aujourd'hui qui seraient potentiellement les plus impactés et les plus impactés en profondeur par l'arrivée de l'IA? Oui. J'imagine que le boulanger est moins impacté que le responsable de la paye, par exemple. Oui, effectivement, on dit que les métiers un peu safe dans les prochaines années, ça va être justement les plombiers et en fait les métiers manuels, autant qu'on n'a pas les robots en fait qui arrivent. Mais c'est vrai que tous les métiers qui en fait se basent sur des tâches répétitives en fait et qui sont facilement automatisées par des systèmes, c'est ces métiers en fait qui vont probablement être impactés plus rapidement. À quel niveau? Bien évidemment, ça dépend après des métiers, mais à niveau potentiel, toutes les activités un peu manuelles, physiques. Oui, manuelles, pas tout de suite, je dirais. Donc c'est plutôt la partie qui peut-être va rester. Alors il faudra des robots. Oh, voilà. Ou effectivement, jusqu'à les robots seront là, mais effectivement un peu si on regarde par exemple dans l'entreprise, un peu les tâches un peu admin, les tâches à bas valeur ajoutée, seront effectivement les tâches qui vont peut-être être impactées les plus rapidement. Céline Benetti, je me tourne vers vous parce je sais que vous allez plus travailler avec des professionnels des RH, de la paye par exemple, mais j'ai lu dans Le Monde que les professionnels du monde de la fiction, les scénaristes de séries, de cinéma, étaient énormément impactés par l'IA. C'est un peu la même problématique, c'est que la production intellectuelle potentiellement est concernée, puisque c'est là où l'IA peut aider. Mais c'est quoi la bonne approche à avoir justement pour préserver sa place et sa valeur ajoutée en tant qu'être humain quand on est un métier intellectuel ou créatif? C'est justement toujours l'analyse critique et la pointe d'originalité. L'IA se base sur de la base de données, c'est du rapprochement de données pour pouvoir produire quelque chose. Mais l'aspect inopiné ou l'erreur, finalement, il n'y a que l'humain qui peut la faire et parfois c'est une bonne erreur qui amène de la créativité. Une innovation. Voilà. Aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de générer cette erreur comme la nature le fait, mais encore une fois, c'est à date. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, le modèle sera entraîné et pourra aussi générer des choses impromptues et donc avoir de la création, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Là, on parle de métiers impactés, ça veut dire des gens, derrière chaque métier, en fait, c'est des gens.
Et j'entends beaucoup parler du dialogue social avec l'IA, comme quoi l'IA, en fait, en faisant gagner du temps, permet d'améliorer le dialogue social. De base, comme ça, on se dit, c'est l'IA, c'est artificiel, donc ça va plutôt éloigner les gens. En quoi, Francesca, l'IA peut être un outil pour favoriser, aider le dialogue social? Concrètement, on parle de quel étage, de quel endroit dans l'entreprise qui est concerné directement? Oui. À mon avis, l'IA est effectivement, et pour nous, effectivement, aujourd'hui, c'est le cas, c'est presque un facilitateur du dialogue social. Parce que justement, un des craintes que nos collaborateurs nous font, c'est effectivement la charge de travail et les temps, justement, qu'ils passent sur des tâches vraiment à bas valeur ajoutée. Et l'IA, là-dessus, peut vraiment aider pour libérer du temps, en fait, soit pour des activités à plus haut, comment dire, à des plus haut qualité. Haute valeur ajoutée. L'interpersonnel, en fait, des réflexions plutôt stratégiques, et donc une meilleure priorisation aussi en fait, du travail, mais aussi ça va libérer du temps pour s'informer, s'éduquer justement sur l'IA, et donc à mon avis ça c'est un facilitateur du dialogue social quand on implique nos partenaires sociaux dans les dialogues tout de suite, et quand on est vraiment transparent avec eux sur les impacts en fait de l'IA dans l'entreprise, et quand en fait effectivement on crée ce dialogue et cette transparence avec eux. Alors ça a l'air très beau tout ça, mais j'ai envie de vous dire, Madame Benetti, il y a quand même une condition, c'est que le temps gagné, c'est 30 ou 40% de temps gagné, le N+1 ou le patron ne décide pas de donner des choses en plus en se disant on a gagné 40% de temps, donc on rajoute dans la to-do list. Ça, comment vous en parlez, vous, à vos clients, à vos interlocuteurs, de faire attention à pas mal utiliser ce temps gagné? Là, c'est un peu la même problématique que le cas de l'externalisation de la paie. Il faut faire attention au retour sur investissement, le fameux ROI. Il ne faut pas que ça se réduise à un gain de productivité. Le gain de temps n'est pas qu'un gain de productivité, c'est aussi un gain de qualité. Et la qualité a une valeur, et souvent, les directions vont oublier de valoriser cet aspect-là. Là, dans le quantitatif à 100%. Voilà, dans le cadre de l'IA, il est important de valoriser cette qualité-là. Et le gain de temps n'est pas qu'un gain de productivité. On a d'autres gains à en attendre. Il faut impérativement pouvoir aussi mettre des euros derrière cette valeur-là. Et donc, ça veut dire qu'on fait comprendre aux dirigeants que en fait, ce gain de temps doit être fait pour aller sur peut-être de l'individualisation, des temps de rencontre, d'échanges entre personnes. Tout à fait, mais il faut les aider dans la valorisation. C'est pas naturel de le faire, en tout cas pas encore. Donc il faut les aider à trouver les critères pour pouvoir les valoriser en termes de budget, qui puissent être persuadés qu'effectivement le ROI dans sa globalité, avec les gains cachés pour le coup et pas les coûts cachés, ont une réelle valeur pour lui, et il a tout un intérêt à le faire. Et pour ce qui est des métiers, là c'est de leur expliquer que le gain de temps sera quelque chose de positif pour eux, pour aussi réaliser leur métier avec plus de sérénité. Être plus engagé. Donc c'est deux messages différents en fonction de la strate de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Là, en gros, la problématique, si je comprends bien, je vais peut-être me tourner vers vous, Francesca, c'est que les gains les plus intéressants, en fait, sont peut-être les moins visibles, ou en tout cas ceux qu'on va récupérer sur du moyen-long terme, plus d'engagement, peut-être plus de créativité, peut-être aussi une meilleure vision des trajectoires que veulent avoir les collaborateurs, parce que si la RH passe moins de temps à faire la fiche de paye et à demander à un collaborateur qu'est-ce que tu voudrais faire dans 2 ans dans l'entreprise, comment tu t'imagines, ça, en fait, faut attendre plusieurs années pour en fait récolter les fruits, et ça, les patrons n'ont pas tous la patience pour ça. Oui, parfois c'est le cas. Je pense qu'avec l'IA, c'est un peu différent, parce que justement, c'est des projets qui s'inscrivent un petit peu sur le long terme, et en sachant que l'IA, surtout, n'est pas juste l'IA, mais normalement, ça va avec des projets de transformation d'entreprise qui sont quand même inscrits sur le long terme. Donc, je pense que en fait, ces deux aspects vont ensemble, et effectivement, il y a des gains sur le short terme, mais la plupart, c'est plutôt sur le long terme. Et pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'on est plus productive, ça va aussi permettre aux entreprises d'avoir en fait les bonnes personnes qui passent leur temps à faire les bonnes choses, construire les futurs d'entreprise. Et donc, je pense que c'est aussi sur ça où on peut effectivement mettre les gains de productivité. Madame Benetti, vous vouliez réagir là, je voyais. Tout à fait. En fait, on va être obligé de former nos métiers à l'IA. On le vit comme une contrainte, mais c'est aussi l'opportunité d'amener des gens vers de l'expertise. Et forcément, en ayant des équipes beaucoup plus expertes, on va faire gagner l'entreprise en termes de performance. Et on l'oublie parce qu'on le vit vraiment en ce moment comme une contrainte. Et là, en fait, le grand enjeu,
c'est de faire comprendre aux décideurs, en fait, au sommet de la chaîne, si je comprends bien, c'est eux, en fait, qui ont le dernier mot. Mais quand on est patron, par exemple, de TPE, PME, le juge de paix, en fait, c'est est-ce qu'on a un bilan positif à la fin de l'année, et c'est tous les ans qu'on remet son titre en jeu. Donc ça, justement, comment vous en parlez à ces dirigeants? C'est justement de ne pas se limiter au coût direct du SIRH, au coût de la formation des collaborateurs, mais valoriser le fait que le collaborateur qui va devenir expérimenté et pointu va permettre de prendre aussi des décisions plus éclairées et plus rapidement grâce à l'IA, donc de mieux piloter l'activité de l'entreprise et d'aller vers de la performance. Mais il faut le monétiser. Encore une fois, l'exercice, c'est vraiment cette monétisation. C'est l'enjeu, puisque les entreprises ont besoin d'être positifs à la fin de chaque exercice. Francesca, vous réagissiez également à ce qui vient d'être dit? Oui, je voulais en fait aussi rajouter, je pense que c'est aussi une question, c'est vrai que parfois quand on se projette sur le long terme, on a peut-être un peu de mal effectivement à percevoir ce qu'on va gagner. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'en fait aujourd'hui, n'est pas s'investir sur l'IA et n'est pas en fait l'intégrer dans l'entreprise, ça veut dire aussi en fait probablement que l'entreprise ne va pas survivre. Elle va disparaître. Donc elle va disparaître. Donc en fait c'est presque une question de de survival en fait, de être s'assurer de vraiment s'investir, et c'est aussi une grosse motivation, je pense, pour les dirigeants. Ouais, il faut parler de manière cash aux dirigeants, leur dire c'est ça ou disparaître. D'ici combien d'années, en fait, une entreprise, même petite, ne pourra plus passer de l'IA dans ses process? Je pense que c'est déjà le cas ou quasi. Il faut accepter qu'on n'ait pas tous la même maturité vis-à-vis de l'adoption de l'IA, mais il faut y aller relativement vite. C'est une technologie qui avance très très vite par rapport à tout ce qu'on a connu avant. J'ai une question d'ordre, je ne vais pas dire juridique, mais réglementaire, parce qu'on parle beaucoup de l'IA avec les chiffres qui donnent le tournis aux États-Unis, même en Chine, avec des investissements énormes, alors qu'on dit quand même que les entreprises qui produisent des IA ne sont pas rentables. Et souvent on critique l'Europe et la France d'imposer un cadre réglementaire très strict. On dit l'Europe, la France perdent du temps. Mais vous, Céline Benetti, est-ce que vous pensez que dans cette course de l'IA, la meilleure approche, c'est d'essayer d'y aller plein pot, comme le font souvent les anglo-saxons et surtout les Américains, ou d'y aller plutôt prudemment, comme les Européens, en réglementant quand même beaucoup, quitte à aller moins vite? Je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse dans la manière de faire. Sur la réglementation déjà autour de la donnée, on voit bien qu'entre les USA et l'Europe, depuis la nuit des temps, on a des réglementaires très différents. Ça ne nous empêche pas du tout d'avancer. Je ne pense pas qu'il faille cristalliser là-dessus. On ne peut pas tous avancer au même rythme, que ce soit les entreprises, les secteurs d'activité ou les pays, il faut l'accepter. Les DRH de demain, Francesca, face à tous ces changements, toutes ces révolutions, ça va ressembler à quoi leur métier au quotidien? Déjà, je pense que ça sera fascinant et je pense qu'en fait, ça sera de la valeur ajoutée pour les métiers DRH, parce que en fait, ça nous permettra d'être de vrais partenaires en fait pour la croissance et la valeur de l'entreprise. Et je pense qu'encore plus qu'aujourd'hui, ça sera vraiment ça. Surtout qu'aujourd'hui, on connaît pas vraiment encore quelle sera vraiment l'organisation du futur. Le potentiel de l'IA. Les potentiels, voilà. Et donc, ça, c'est un peu un voyage qui va venir dans les mois, années à venir, mais je pense que la fonction RH en gagnera vraiment en valeur et en partenariat en fait avec l'entreprise et les dirigeants d'entreprise. Et est-ce que avec plus d'IA, on aura besoin de moins de RH pour faire autant de travail? Pas les mêmes RH, je ne pense pas qu'on ait besoin de moins, mais certainement pas les RH tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais l'IA va aussi ouvrir de nouveaux métiers pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Notamment des sous-métiers, enfin pas des sous-métiers, mais des déclinaisons, un peu comme ce qui se passe chez Edenred, mais parce que c'est des grosses entreprises aussi qui pourront peut-être décliner. Mais là, la question que je voulais vous poser, c'est dans les écoles de formation au DRH, on va mettre beaucoup d'IA, c'est-à-dire que ce sera limite des experts en IA qui sortiront des écoles. Ça peut ressembler à ça ou pas? Je pense que globalement, dans toutes les formations, on va intégrer l'IA pour en faire un bon usage et un usage sécurisé. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu artisanal. Les étudiants, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, l'utilisent, mais c'est beaucoup par recherche personnelle qu'ils apprennent, pas encore par l'éducation. Et c'est les profs qui découvrent que l'examen a été fait avec IA, puisqu'on a oublié la mention. Cette réponse a été propulsée par ChatGPT ou autre. Mais donc, ça veut dire qu'il y a aussi une formation des prochains formateurs, des professionnels de la fonction RH, en fait. Parce qu'on ne forme pas des jeunes futurs DRH sans des professeurs qui eux-mêmes maîtrisent les outils. Comment on rattrape, comment on prend le train en marche, un train qui va aussi vite? On verra avec l'éducation nationale. C'est vers eux que vous vous tournez.
Je pense qu'en partie. Après, sur des formations supérieures, on sait aussi qu'on a des professionnels qui interviennent en tant qu'enseignants. Et je pense que comme le monde professionnel est en train de faire cette transformation, on va pouvoir aussi déverser ce retour d'expérience et tout ce qu'on aura appris du bon usage de l'IA au niveau des écoles par l'intervention en fait, de professionnels en tant que professeurs dans les écoles. Mais ça veut dire, Francesca, qu'on aura aussi besoin, peut-être dans une période de transition, de faire venir des consultants IA dans les services RH pour accélérer la transformation. Tout à fait, et c'est déjà le cas en fait. Donc déjà, on s'appuie en fait sur des experts IA, surtout pour de l'inspiration, pour en fait comprendre aussi où est-ce que je vais commencer en fait à implémenter l'IA dans les RH. Et je pense aussi par contre que par rapport à ce que vous disiez, il faut pas oublier que on est toujours d'êtres humains et en fait le métier RH est centré sur la personne et donc je pense que des qualités comme l'empathie, soutenir la collaboration dans l'entreprise, ça va rester. Et je pense que c'est ça la raison pour laquelle on a choisi d'être RH. Et je pense que ça sera au cœur en fait des futures années aussi. Derrière ce que dit Francesca, il y a une question qui me vient, c'est bien utiliser l'IA, c'est aussi savoir quand ne pas l'utiliser en fait. Tout à fait. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que l'IA est un expert ou un stagiaire à qui on délègue une tâche? Clairement, il faut que la réponse soit un stagiaire à qui je vais demander de réaliser des tâches pour moi, des tâches de recherche, de consolidation. Un assistant en fait. Tout à fait. Et pas un expert sur lequel je me repose pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure. C'est qu'il faut être en mesure de challenger la réponse qu'il va nous faire et potentiellement de la compléter ou de la remanier. La dernière question, je vais la poser à chacune d'entre vous. Il va falloir vous mettre à nu là. C'est quoi votre utilisation quotidienne de l'IA au travail? Francesca, qu'est-ce que vous lui demandez à l'IA quotidiennement? Beaucoup de PowerPoint. Donc, j'utilise beaucoup l'IA en fait pour m'aider sur la construction des présentations, des PowerPoint. Est-ce que vous n'aimiez pas faire en temps normal ou... C'est en fait vraiment la quantité et donc ça m'aide vraiment en rapidité et en gagne des temps énormes. Après, avec tout un peu les tâches typiques, soutien sur l'écriture des emails, un peu génération des vidéos, etc. Mais pour mon métier aujourd'hui, l'impact plus important, c'est effectivement ça. Et donc, vous avez plus de temps pour parler aux collaborateurs. Exactement, et pour connecter avec les gens. Donc un bon usage, on va dire de l'IA. Et vous, Céline? Sur le métier du conseil, beaucoup pour la production de contenu, ce qui permet d'aller vite dans la structuration de la pensée, l'organisation d'ateliers, de victoire du capital humain, mais pas du tout sur de la production pure de projets. On est vraiment sur de la matière pour animer des ateliers, pour aller plus vite, trouver des exercices qui sont un peu innovants par rapport à ce qu'on fait, mais ça ne remplace pas le consultant et son expertise à date. Merci beaucoup Céline Benetti. Donc je le rappelle, Associate Partner chez HR Pass, il faut le prononcer en anglais, donc Pass, et Francesca Zanizzi ou Zanizzi? C'est très bien. C'est bien prononcé, directrice RH eQuarter et directrice groupe développement RH chez Edenred. Merci beaucoup. On se revoit dans un an pour faire le point sur comment l'IA a évolué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. On se retrouve demain pour une autre émission spéciale Smart Job en marge des victoires du capital humain. À plus tard.